Il y a quelque chose que l'on n'osait presque jamais dire à voix haute, quelque chose que l'on porte comme une pierre au fond de la poitrine, quelque chose qui pèse dans le silence des nuits longues et dans le bruit creux. Des journées qui se ressemblent toutes et cette chose, cette vérité que l'on dissimule même à soi-même. C'est que certaines paroles que l'on prononce, certaines confessions que l'on croit libératrices, certains aveux, que l'on pense courageux, ne font pas ce que l'on espère qu'ils fassent. Il a fallu des années de cabinet, des centaines de visages traversés par la douleur silencieuse, des milliers d'heures passés à écouter ce que les gens ne disaient pas autant que ce qu'ils disaient, pour comprendre que certaines vérités, livrées sans préparation, sans discernement, sans le filet de soi, de la sagesse relationnelle, ne libèrent pas. Elles font sang. Et ce paradoxe, ce renversement cruel de nos meilleures intentions, est peut-être l'une des choses les plus douloureuses que l'on puisse apprendre sur la nature humaine. On a longtemps cru, et notre époque continue de le croire avec une ardeur qui frise parfois le comique, que l'expression totale de soi est toujours une vertu, que parler est toujours mieux que se taire, que la transparence est toujours une forme de courage. Et pourtant, il existe des paroles qui ressemblent à de l'ouverture, mais qui sont, au fond, des murs déguisés importe. Il existe des confessions qui ressemblent à de la vulnérabilité, mais qui sont, au fond, des formes subtiles de contrôle. Il existe des vérités que l'on dit pour se soulager, sans mesurer le poids que l'on dépose, ce faisant, sur les épaules de ceux qui nous aiment. C'est de cela qu'il voulait parler aujourd'hui. De ces 4 choses que l'on ne devrait jamais dire à personne, ou du moins, pas de la manière dont on les dit. Non pas pour censurer l'âme, non pas pour revenir à ce vieux silence réprimé qui nous a tant coûté, mais pour quelque chose de plus subtil, de plus précieux, de plus difficile à cultiver. L'art de la parole juste. Et cette invitation, ce chemin, commence toujours par la même question. Celle qu'il pose en premier à chaque patient qui franchit la porte de son cabinet, les yeux légèrement perdus, les épaules un peu rentrées. Cette question simple et vertigineuse à la fois. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous dites ce que vous dites? Imaginez une scène. Il n'est pas difficile de la visualiser parce qu'elle s'est jouée dans presque toutes les vies, dans presque tous les appartements, dans presque toutes les cuisines un peu trop éclairées par un néon qui bourdonne. Légèrement, ce bourdonnement que l'on ne remarque plus jusqu'au moment où le silence devient trop lourd. Quelqu'un rentre chez lui après une journée qu'il a épuisée d'une façon que les mots ne capturent jamais vraiment. Cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais existentielle. Cette fatigue qui scinde le café froid et les métros bondés est quelque chose d'indéfinissable qui ressemble à la déception. Et dans ce moment, dans cette fragilité très particulière du soir, il dit quelque chose à la personne qu'il aime. Il dit une de ces 4 choses. Et il ne sait pas encore que cette parole, prononcée avec toute la sincérité du monde, va poser entre eux deux quelque chose d'invisible mais de lourd, quelque chose qui ne disparaîtra pas facilement, quelque chose qui va continuer à exister dans la pièce longtemps après que les voix se soient tues. Cette scène, vous la reconnaissez, n'est-ce pas? Cette sensation d'avoir dit trop ou pas assez, ou à côté, d'avoir voulu vous rapprocher et vous être retrouvé plus seul qu'avant. Cette solitude particulière qui vient non pas de l'absence des autres, mais de leur présence qui ne rejoint pas la vôtre. C'est l'une des formes les plus cruelles de la solitude humaine. Et c'est précisément celle dont il voulait parler. Parce qu'elle est aussi l'une des moins comprises, l'une des plus niées, l'une des plus difficiles à nommer. Si ce que vous venez d'entendre vous a touché quelque part, si vous avez reconnu quelque chose dans cette image du soir, dans ce bourdonnement du néon, dans cette fatigue qui n'a pas de nom, alors peut-être que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes mérite que vous restiez. Et si vous trouvez dans ces mots quelque chose qui vous a aidé à mieux traverser la complexité de vos relations, peut-être que vous voudrez le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que la santé mentale, c'est rarement quelque chose que l'on guérit seul dans son coin, c'est souvent quelque chose que l'on apprend ensemble, dans la conversation, dans la reconnaissance mutuelle. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer à recevoir ces conversations-là. Ces conversations qui ne font pas semblant que tout va bien et vous pouvez écrire un commentaire ce que vous ressentez.
Parce que parfois une ligne écrite dans un espace comme celui-ci est le premier pas vers quelque chose de plus grand. Mais revenons à cette question qui plane, qui attend, qui refuse de se laisser oublier. Pourquoi certaines paroles, même sincères, même bien intentionnées, nous éloignent-elles des autres au lieu de nous en rapprocher? Il a observé cela pendant de longues années dans sa pratique clinique et il a appris quelque chose de contre-intuitif, quelque chose qui dérange un peu nos certitudes modernes. Ce n'est pas toujours le mensonge qui détruit les relations. C'est parfois la vérité mal portée. C'est parfois la sincérité sans sagesse. C'est parfois l'authenticité transformée en arme, non pas par malveillance, mais par douleur. Et cette douleur non gérée, c'est là que commence le vrai problème. Parce que voilà ce que l'on ne vous dit pas assez clairement, et c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette conversation. Quand vous souffrez en silence depuis trop longtemps, quand vous portez un poids émotionnel que vous n'avez jamais vraiment posé, quand la solitude a commencé à s'installer dans vos sauces comme un froid de novembre qui ne part plus, vous commencez à parler différemment. Vous ne vous en rendez pas compte, personne ne s'en rend compte, c'est là la tragédie. Vous croyez communiquer, mais vous déchargez. Vous croyez vous ouvrir, mais vous testez. Vous croyez demander de l'aide, mais vous reprochez. Et les gens autour de vous, même ceux qui vous aiment, même ceux qui ont la meilleure volonté du monde, commencent à ressentir quelque chose qu'ils n'osent pas nommer, quelque chose qui les fatigue, quelque chose qui les fait reculer d'un demi-pas, puis d'un pas entier, puis de deux. Et si vous ne prenez pas conscience de cette dynamique, si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé réellement dans ces échanges, qui semblent anodins, mais qui sont en réalité des points de bascule, vous risquez quelque chose de grave. Pas quelque chose de dramatique et de soudain, non, la vie est rarement aussi cinématographique que ça. Notre époque s'en charge déjà suffisamment avec ses séries et ses algorithmes qui adorent les ruptures. Spectaculaires. Non, ce qui risque de se passer est bien plus lent, bien plus silencieux, bien plus douloureux précisément parce qu'il est silencieux. Vous risquez de vous retrouver seul, vraiment seul, entouré peut-être de gens qui sont encore là physiquement, mais qui se sont retirés émotionnellement. Et cette forme de solitude-là, cette solitude peuplée est peut-être la plus difficile à traverser. Il a vu cela trop souvent. Des personnes qui avaient commencé par une petite solitude, une solitude presque normale, presque ordinaire. La solitude de quelqu'un qui traverse une période difficile et qui, faute d'avoir compris ce qui se passait en elle, faute d'avoir appris à porter leurs mots autrement, s'était retrouvé dans un isolement de plus en plus profond, de plus en plus dur, de plus en plus difficile à quitter. La solitude chronique, et les recherches en neurosciences le confirmant avec une rigueur qui devrait nous alerter tous, la solitude chronique ne fait pas que peser sur l'âme. Elle reconfigure le cerveau. Elle altère la façon dont on perçoit les intentions des autres. Elle augmente la méfiance, diminue la capacité à recevoir la tendresse, durcit progressivement les contours de la personnalité d'une manière qui ressemblait, de loin, à de la force, mais qui est en réalité une forme d'armure que l'on n'arrive plus à enlever. Et l'ironie de tout cela, cette ironie douce amère qui aurait fait sourire Montaigne, c'est que plus on se protège, plus on s'isole, plus on souffre. Plus on souffre, plus on dit des choses maladroites, des choses lourdes, des choses qui font reculer les autres. Et plus les autres reculent, plus la conviction que l'on est fondamentalement seul, fondamentalement incompris, fondamentalement inaimable, se renforce. C'est un cercle, et c'est un cercle cruel, et la première chose qu'il faut comprendre pour en sortir, c'est qu'il existe. Parce que l'on ne peut pas sortir de ce dont on ne sait pas que l'on est prisonnier. Mais voilà ce qui l'inquiète vraiment, ce qui l'a toujours inquiété dans sa pratique, et ce qu'il veut vous dire avec toute la clarté dont il est capable. Ce cercle s'accélère. Il s'accélère précisément parce que nous vivons dans une époque qui nous donne l'illusion de la connexion tout en approfondissant. Souvent, notre isolement réel. On a 500 amis sur un écran et on n'a personne à appeler à 3 heures du matin quand quelque chose se brise à l'intérieur. On partage des photos de nos repas avec des inconnus et on ne sait plus comment partager nos peurs avec les gens qui partagent notre table. Il y a quelque chose d'un peu absurde dans tout cela,
quelque chose qui mérite qu'on s'en amuse un peu, parce que le rire, même doux, même mélancolique, est parfois la seule façon de regarder en face l'absurdité sans être écrasé. Et pourtant, dans cette absurdité, dans ce paradoxe de notre époque, hyper connectée et profondément solitaire, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Il y a quelque chose que l'on peut faire, quelque chose de concret, quelque chose que les patients qui ont traversé les nuits les plus longues dans son cabinet ont fini par apprendre et qui les a changés d'une façon qu'ils n'auraient pas cru possible. Mais avant d'arriver là, il faut regarder en face ces 4 choses. Ces 4 paroles que l'on prononce sans savoir qu'elles sont des pierres que l'on jette dans les eaux calmes de nos relations. Des pierres dont les cercles s'élargissent longtemps après que le bruit a disparu. La première de ces choses, c'est ce que l'on pourrait appeler la confession-punition. C'est cette façon particulière de livrer une vérité personnelle, une souffrance réelle, une vulnérabilité authentique, mais de la formuler de telle manière que l'autre s'y retrouve, sans l'avoir voulu, sans l'avoir. Cherchez dans la position du coupable. Vous avez entendu cela. Peut-être vous l'avez dit. Peut-être on vous l'a dit. Cela ressemble à quelque chose comme « Tu sais, je me sens tellement seul depuis que tu as commencé à travailler plus » ou « J'aurais aimé que tu sois là quand j'en avais besoin ». Ce sont des phrases vraies. Ce sont des phrases qui viennent d'un endroit réel, d'une douleur réelle, d'un besoin réel, et pourtant, formulées ainsi, elles ne demandent pas, elles accusent, elles ne cherchent pas la connexion, elles cherchent la reconnaissance d'une faute. Et l'autre, même s'il vous aime, même s'il voudrait vous rejoindre dans votre douleur, se retrouve aussitôt sur la défensive et sur la défensive. On ne peut pas vraiment aimer. On peut se justifier, on peut s'excuser, on peut contre-attaquer, mais on ne peut pas vraiment aimer. Et vous voilà plus seul qu'avant, avec en plus la certitude amère que même quand vous avez essayé de vous ouvrir, cela n'a pas marché. Il se souvient d'une patiente, appelons-la Élise, une femme d'une 50aine d'années, les mains toujours un peu froides même, en été. Une façon de tenir son sac à main sur ses genoux, comme un bouclier, une odeur légère, de lavande qui accompagnait chacune de ses visites. Élise était venue le voir parce que ses relations s'est détériorées une par une avec ses amis, avec sa sœur, avec son fils adulte qu'il appelait de moins en moins souvent. Elle ne comprenait pas. Elle disait, avec une sincérité déchirante, « Mais j'essaye de leur dire ce que je ressens. J'essaye d'être honnête. C'est ce qu'on dit qu'il faut faire, non ?» Et il avait dû lui expliquer doucement, avec tout le soin que méritait sa douleur, que l'honnêteté sans tendresse pour l'autre, sans espace pour l'autre, sans considération pour l'effet de ses mots sur l'autre, n'est pas vraiment de la communication. C'est du déchargement. Et le déchargement, même sincère, même nécessaire, n'a pas sa place dans une conversation s'il n'est pas précédé d'une question fondamentale. Est-ce que cette personne, en ce moment, a la capacité de recevoir ce que je m'apprête à lui donner? Et c'est là que la pleine conscience entrait non pas comme une technique de relaxation, non pas comme ces applications qui vous demandent de respirer 5 fois et qui promettent la sérénité en 3 minutes. Notre époque adore les promesses de sérénité en 3 minutes, mais comme une pratique authentique d'attention à soi et à l'autre simultanément. Avant de parler, s'arrêter. Sentir ce que l'on ressent dans le corps, cette tension dans les épaules, cette chaleur dans la gorge, cette légère nausée qui parfois accompagne les choses que l'on a trop longtemps gardées. Reconnaître cela, l'accueillir, et puis regarder l'autre, vraiment regarder et se demander où en est cette personne en ce moment? Est-elle disponible? Est-elle en mesure de recevoir? La deuxième chose que l'on ne devrait jamais dire à personne, ou du moins pas comme on le dit habituellement, c'est la comparaison douloureuse. Cette façon de mesurer les autres à une aune qu'ils ne connaissent pas, ou pire, à une aune qu'ils connaissent trop bien. Cela ressemblait à « mon ex ne faisait jamais ça » ou « ma mère, elle, savait écouter » ou même, dans sa version la plus subtile, la plus difficile à attraper, « je connais des gens qui ont traversé bien pire et qui s'en sont sortis ». Cette dernière phrase, il l'a entendue si souvent dans les bouches les mieux intentionnées, prononcée avec le désir sincère d'encourager, de relativiser, de donner de la force. Et pourtant, ce qu'elle fait dans le corps de celui qui l'entend, c'est quelque chose de froid.
quelque chose qui ressemble à une porte qui se ferme, un rétrécissement dans la poitrine, une odeur, d'humiliation qui ne dit pas son nom, parce que la douleur ne s'est comparée pas, parce que la souffrance n'a pas d'unité de mesure, parce que dire à quelqu'un qui s'est noyé que d'autres se sont noyés dans des eaux plus profondes ne l'aide pas à nager. Et quand on prononce ces comparaisons, même avec la meilleure volonté du monde, on envoie un message qui s'inscrit quelque part dans les couches les plus vulnérables de l'autre. Ta douleur n'est pas assez grande pour mériter toute mon attention. Et ce message-là, même non intentionnel, même inconscient, fait quelque chose à la relation. Il y creuse un petit sillon, et les petits sillons, avec le temps, avec la répétition, deviennent des ravins. La troisième chose, et celle-ci est peut-être la plus subtile, la plus difficile à reconnaître, parce qu'elle se déguise si bien d'une générosité, c'est ce qu'il appelle la confidence dette. C'est le moment où l'on dit à quelqu'un quelque chose de profondément personnel, quelque chose de vulnérable, quelque chose d'intime, non pas parce que l'on est prêt à le dire, non pas parce que le moment est juste et la relation assez solide pour le porter, mais parce que l'on espère, consciemment ou non, que cette confession va créer une obligation chez l'autre, une obligation de réciprocité, une obligation d'attention, une obligation d'amour, presque. Je t'ai dit mon secret le plus lourd. Donc maintenant, tu me dois quelque chose. Je te confie ma honte, donc maintenant, tu ne peux plus partir. Il y a quelque chose de poignant dans ce mécanisme, quelque chose qui mérite toute la compassion du monde, parce qu'il vient d'un endroit de peur profonde, d'une terreur de l'abandon, d'une conviction viscérale que l'on n'est pas aimable pour ce que l'on est, mais seulement pour ce que l'on donne, ou pour ce que l'on confie. Et pourtant, cette stratégie ne fonctionne jamais vraiment, parce que l'amour que l'on obtient par la dette n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité. Et la culpabilité, même déguisée en tendresse, sent différemment. Elle sent l'obligation et le ressentiment. Et les gens, même les plus aimants, finissent par fuir ce qui les fait se sentir coupables. Permettez-lui une question qui mérite que vous vous arrêtiez un instant, que vous posiez ce que vous avez dans les mains, que vous sentiez l'air dans la pièce, sa température, sa légèreté ou sa pesanteur. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir plus seul après avoir partagé quelque chose d'important avec quelqu'un que vous aimiez? Cette solitude-là, cette solitude post-confidence, est l'une des plus cruelles qui soit. Et si vous la reconnaissez, si vous sentez quelque chose se serrer dans la gorge en l'entendant nommer, alors peut-être que ce que vous allez entendre maintenant est exactement ce dont vous avez besoin. Parce que voici ce que l'on ne mesure pas assez, ce que l'on minimise dans notre culture qui célèbre l'expression de soi comme une valeur absolue. Notre douleur non gérée ne reste pas en nous, elle rayonne. Elle affecte tout ce qui nous entoure. Elle colore nos mots, alourdit nos silences, transforme notre présence en quelque chose d'un peu lourd, d'un peu oppressant, que les autres commencent à éviter sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas non plus la nôtre, pas vraiment, pas au sens d'une culpabilité morale, mais c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, celle de prendre soin de sa propre douleur avant de la déposer sur les autres, est peut-être l'acte d'amour le plus profond que l'on puisse accomplir envers ceux qui nous sont chers. Il pense à Marc, un homme d'une quarantaine d'années, les épaules larges, mais une façon de les tenir basses, comme si elles portaient quelque chose d'invisible. Une voix grave qui devenait presque inaudible quand il parlait de sa femme et de ses enfants. Marc était venu le voir après que sa femme lui avait dit quelque chose qu'il n'avait pas vu venir, quelque chose qu'il avait mis des semaines à pouvoir répéter sans que sa voix ne s'ébrise. « Tu es là, mais tu n'es plus présent. » Et Marc avait eu du mal à comprendre. Parce que pour lui, être là, physiquement, était déjà un effort immense dans la période difficile qu'il traversait. Il ne comprenait pas que sa douleur non dite, sa tristesse portée en silence, son isolement intérieur avait progressivement rendu son absence plus présente que sa présence. Que ses enfants avaient commencé à parler moins fort quand il était dans la pièce, comme si le son risquait de le casser. Que sa femme avait cessé de lui raconter ses journées, non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle ne savait plus où poser ses mots dans un espace qui semblait de plus en plus occupé par quelque chose, qu'elle ne pouvait pas toucher. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus importantes et les plus difficiles à entendre.
Notre isolement émotionnel ne nous affecte pas seulement nous. Il affecte ceux qui nous aiment. Il les prive de nous. Il les transforme en témoins impuissants d'une absence qui a le visage d'une présence. Et parfois, quand cet isolement dure trop longtemps, quand cette absence s'installe trop profondément, les gens qui nous aimaient finissent par s'habituer à notre absence. Ils réorganisent leur vie autour de notre manque. Ils comblent le vide avec autre chose. Et le jour où l'on est enfin prêt à revenir, on découvre qu'il y a moins de place pour soi que l'on ne le croyait. C'est une réalité que l'on ne dit pas assez et c'est une réalité qui devrait nous toucher. Pas dans la culpabilité, jamais dans la culpabilité, mais dans la conscience de ce que l'on risque de perdre si l'on attend trop, longtemps. La quatrième chose, et il l'a gardée pour la fin, parce qu'elle est peut-être la plus universelle, la plus répandue, la plus humaine de toutes, c'est ce qu'il appelle la prophétie de l'échec. Cette façon de dire, souvent à la personne que l'on aimait le plus, souvent dans un moment d'épuisement ou de peur, ça ne marchera jamais, ou je ne changerai pas, ou dans sa version la plus douce et donc la plus insidieuse, je suis comme ça, c'est tout. Ces phrases-là, elles ont l'air d'être des constats, elles ont l'air d'être de l'honnêteté, mais elles sont en réalité des décisions déguisées en fatalité. Elles sont des portes fermées, habillées un mur naturel. Et elles font quelque chose de particulier à ceux qui les entendent. Elles leur enlèvent l'espoir. Et quand on enlève l'espoir à quelqu'un qui vous aime, on lui enlève aussi la raison de continuer à se battre pour vous. Il y a dans ces 4 paroles, dans ces 4 façons de parler que l'on a tous pratiquées à un moment ou à un autre, quelque chose qui pointe vers le même endroit, une douleur intérieure non accueillie, non reconnue, non apprivoisée, qui cherche à sortir par les seules voies qu'elle connaît et qui finit par faire des dégâts que l'on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas leur source. Et c'est précisément pourquoi il voulait avoir cette conversation, pas pour culpabiliser, pas pour créer une liste de ce qu'il ne faut pas faire. Notre époque adore les listes, les 10 choses à ne jamais dire, les 5 habitudes des gens heureux. Comme si la complexité de l'âme humaine pouvait se résumer en pointes numérotées. Mais pour pointer vers quelque chose de plus profond, de plus essentiel, de plus libérateur, la nécessité absolue de prendre soin de soi est premier, non pas par égoïsme, mais précisément par amour pour les autres. Alors voilà où l'on est, voilà le bord du précipice que l'on a regardé ensemble. Et maintenant, il faut parler de ce que l'on peut faire. Parce que reconnaître le problème sans offrir un chemin, c'est comme montrer la mer à quelqu'un qui a soif sans lui donner un verre. Et il n'a jamais aimé laisser les gens à leur soif. La première chose, la plus simple et la plus révolutionnaire à la fois, c'est ce qu'il appelle la pause avant la parole. Avant de dire quelque chose de chargé, quelque chose de lourd, quelque chose qui vient d'un endroit de douleur ou de peur, s'arrêter, juste un instant. Pas une heure de méditation, pas une retraite des silences dans les Alpes, bien que les Alpes aient leur utilité. Juste un soufflet, un seul soufflet conscient. Sentir l'air entrer, sentir l'air sortir, sentir le sol sous ses pieds, la température de la pièce, la texture de l'instant. Et dans cet espace microscopique, s'est posée une question. Est-ce que je veux dire ça pour me soulager ou est-ce que je veux dire ça pour nous rapprocher? La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit. Et parfois, simplement en posant la question, la parole change. Elle se transforme, elle se radoucit, elle trouve un autre chemin vers l'autre. Cette pratique, si simple qu'elle en paraît presque naïve, est en réalité l'une des interventions les plus puissantes que la recherche en psychologie ait documentée. Elle active ce que les neuroscientifiques appellent le cortex préfrontal, cette région du cerveau qui nous permet de choisir plutôt que de réagir, de créer plutôt que de subir nos propres élans. Et cette activation, même brève, même imparfaite, change la qualité de ce qui suit. Elle change la qualité de la parole et donc de la relation, et donc de la vie. La deuxième chose, et elle est liée à la première mais va plus loin, c'est d'apprendre à nommer sa douleur sans la projeter sur l'autre. Ce n'est pas facile. C'est l'un des apprentissages les plus exigeants qu'il connaisse et il inclut lui-même dans ceux qui doivent continuer à le pratiquer tous les jours. Parce que nous avons été formés par notre éducation, par notre culture, par tous ces récits que nous avons absorbés depuis l'enfance.
à exprimer notre douleur comme un reproche ou comme une revendication. Nous disons « tu ne m'écoutes pas » quand nous voulons dire « j'ai besoin d'être entendu ». Nous disons « tu es toujours absent » quand nous voulons dire « je me sens seul et j'ai peur ». Et ces deux façons de dire la même chose produisent des effets radicalement différents dans le corps de celui qui écoute. La différence, techniquement, est ce que les psychologues appellent le langage un jeu versus le langage un tout. Mais au-delà de la technique, au-delà du vocabulaire, il y a quelque chose de plus profond. C'est la différence entre se rendre visible et rendre l'autre coupable. Quand on dit « j'ai besoin », on se rend visible. On offre à l'autre la possibilité de nous rejoindre. On lui fait confiance avec notre vulnérabilité. Quand on dit « tu n'as pas », on le condamne. Et devant une condamnation, même injuste, même douloureuse, les gens se défendent. C'est leur nature, c'est la nature de tous les êtres vivants face à ce qui ressemble à une attaque. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette distinction, quelque chose qui ressemble à ouvrir une fenêtre dans une pièce qui sentait le renfermer depuis trop longtemps. Parce que quand on commence à parler de sa propre douleur, sans en faire la responsabilité de l'autre, quelque chose change dans la dynamique relationnelle. L'autre n'est plus en défense, l'autre peut entendre. L'autre peut, parfois, être surpris de découvrir ce que vous portez vraiment. Parce qu'il ne le savait pas, parce que vous ne le lui aviez jamais dit ainsi, parce que la version accusatoire qu'il avait entendue jusqu'ici ne ressemblait pas à une invitation mais à une sentence. La troisième chose, et celle-ci concerne directement la solitude. Cette solitude qui était au cœur de toute cette conversation depuis le début, c'est de réapprendre à recevoir. Parce que l'une des choses les plus étranges que la souffrance fait au cœur humain, l'une de ces ironies douloureuses qui méritent qu'on les contemple avec une certaine tendresse pour soi-même, c'est qu'elle ferme progressivement notre capacité à recevoir ce qu'on désire le plus. On veut de l'amour et on rejette les témoignages d'amour. On veut de la présence et on la rend difficile à donner. On veut être compris et on interprète chaque tentative de compréhension comme une intrusion ou une condescendance. Il a vu cela chez des patients qui avaient souffert longtemps, chez Élise avec ses mains froides et son sac posé comme un bouclier, chez Marc avec ses épaules basses et sa voix qui se brisait, chez tant d'autres dont les visages habitent encore sa mémoire avec cette présence particulière que les gens qui souffrent ont, cette façon d'occuper l'espace avec une intensité silencieuse. Ils avaient tous en commun cette difficulté à recevoir. Et apprendre à recevoir, réapprendre à laisser entrer ce qui vient vers soi avec bienveillance, est un acte de courage qui demande de la pratique, qui demande de la douceur avec soi-même, qui demande parfois de l'aide. Réapprendre à recevoir commence par quelque chose de très petit. Cela commence par la capacité à accueillir un compliment sans le déflexionner immédiatement. Cela commence par la capacité à accepter de l'aide sans se sentir diminué. Cela commence par la capacité à laisser quelqu'un être gentil avec soi et sans chercher immédiatement la raison cachée derrière cette gentillesse. Et ces petites choses, ces petites ouvertures sont en réalité des exercices pour quelque chose de beaucoup plus grand, la capacité à laisser les autres nous aimer, vraiment nous aimer. Pas l'image que l'on projette, pas la version de soi que l'on juge présentable, mais soi, avec ses fragilités, ses contradictions, ses zones d'ombre et ses zones de lumière. La quatrième chose, et elle est liée à toutes les précédentes d'une façon que vous commencez peut-être à sentir, c'est la pratique de ce que les bouddhistes appellent la bienveillance aimante et que la psychologie contemporaine a traduit, intermède de compassion envers soi-même, l'autocompassion. Ce mot qui fait parfois sourire, qui semble presque trop doux pour un monde aussi brutal que le nôtre, mais qui est en réalité l'une des pratiques les plus exigeantes et les plus transformatrices qui existent. L'autocompassion ne signifie pas se complaire dans sa douleur. Elle ne signifie pas s'apitoyer sur soi-même d'une façon qui deviendrait une nouvelle forme d'immobilisme. Elle signifie quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus actif, traiter sa propre douleur avec le même soin, la même patience, la même tendresse que l'on offrirait à un ami cher qui souffre. Et si vous sentez, en entendant cela, une petite résistance, une petite voix qui dit « mais ce n'est pas pareil »,
On n'a pas le droit d'être aussi doux avec soi-même. Alors cette résistance elle-même est une information. Precious. Elle vous dit quelque chose d'important sur la façon dont vous vous traitez depuis longtemps, sur les standards impossibles que vous vous imposez, sur cette conviction profonde que vous devriez être capable de tout, porter sans flancher. Et cette conviction, cette croyance que la souffrance est une preuve de faiblesse, est peut-être l'une des choses les plus toxiques que notre culture ait produites. Elle est partout. Elle est dans les discours sur la résilience qui confondent résilience et insensibilité. Elle est dans les messages sur la performance qui confondent force et absence de vulnérabilité. Elle est dans cette injonction silencieuse à aller bien, toujours bien, encore bien, même quand on ne va pas bien, surtout quand on ne va pas bien. Et le résultat de tout cela, c'est une génération, plusieurs générations, d'adultes qui ne savent plus comment prendre soin d'eux-mêmes émotionnellement, qui ne savent plus comment s'asseoir avec leur douleur sans la fuir ou sans la projeter, qui ne savent plus comment être seuls sans que cette solitude ne devienne terrifiante. Et cette incapacité à être seul avec soi-même, à habiter son propre espace intérieur sans immédiatement le meubler de distractions, de scrolling, de bruit, de tout ce que notre époque offre généreusement pour nous aider, à ne jamais nous retrouver face à nous-mêmes, cette incapacité est peut-être l'une des sources les plus profondes de la solitude chronique. Parce que voilà ce que l'on ne comprend pas cesser, on ne peut pas vraiment se connecter aux autres si l'on n'est pas d'abord capable de se connecter à soi-même. On ne peut pas vraiment offrir une présence à quelqu'un si l'on est incapable de se présenter à soi-même. La solitude que l'on ressent avec les autres est souvent au fond la solitude que l'on ressent avec soi. Et cette découverte, au lieu d'être accablante, peut être libératrice, parce qu'elle déplace le lieu du travail. Elle déplace le travail de là dehors, où l'on attend que les autres changent, que les circonstances s'améliorent, que le monde devienne plus doux, vers là-dedans où l'on a un accès direct, un accès permanent, un accès que personne ne peut nous retirer. Il se souvient d'un moment particulier avec Marc, un moment qui est resté gravé dans sa mémoire avec cette précision que les moments de vrai changement ont toujours. C'était une session comme les autres, la lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre vieille. Il y avait cette odeur légère de café qui traînait encore dans la pièce. Et Marc était assis dans le silence qui précédait. Parfois les vraies paroles. Et puis il avait dit, doucement, presque pour lui-même, « Je crois que je ne sais pas quoi faire quand je suis seul. Je veux dire vraiment seul, seul avec ce que je ressens. Ça me fait peur. » Et dans ce moment, dans cette admission simple et courageuse, quelque chose avait changé. Pas dramatiquement, pas immédiatement, mais quelque chose s'était déplacé, comme une pierre que l'on retire d'un chemin. Parce que nommer sa peur de la solitude intérieure, c'est déjà commencer à ne plus en être l'esclave. Marc avait appris, progressivement, à s'asseoir avec lui-même, à pratiquer ce que l'on appelle la méditation de pleine conscience, non pas comme une technique de performance, non pas pour cocher une case dans le tableau de bord de son bien-être, mais comme une façon d'être avec soi. Il avait commencé par 5 minutes le matin, assis sur sa chaise de cuisine, le café encore chaud entre les mains, les yeux fermés ou mi-cloches, juste à observer ce qui s'est passé en lui sans essayer de le changer, sans essayer de le fuir, sans essayer de le transformer immédiatement en quelque chose de productif. Juste à être là, avec lui-même, avec tout ce qu'il y avait en lui, le bon et le difficile, le léger et le lourd. Et quelques semaines plus tard, quelque chose d'inattendu s'était produit. Sa femme lui avait dit un soir, avec une surprise dans la voix qui ressemblait à de la joie, « Tu es différent ces derniers temps. Pas très différent, mais un peu. Comme si tu étais plus là. » Et Marc avait souri, de ce sourire un peu hésitant des gens qui ne sont pas encore habitués à recevoir ce qui leur fait du bien. Et il avait compris quelque chose d'essentiel. En apprenant à être présent à lui-même, il avait appris à être présent aux autres. En apprenant à accueillir sa propre solitude intérieure, il avait commencé à la dissoudre. Non pas en la fuyant, mais en la traversant. C'est cela que le mindfulness offre, dans sa forme la plus authentique, la plus dépouillée de tout marketing et de tout consumérisme. Non pas l'absence de douleur, non pas la sérénité permanente, cette idée quelque peu comique d'un humain perpétuellement zen dans un monde qui ressemble de plus en plus à un écran de notification en feu,
mais la capacité à ne pas être emporté par ce que l'on ressent, la capacité à observer ses émotions sans en être l'otage, la capacité à choisir, dans l'espace entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait, quelque chose de plus sage, de plus doux, de plus aligné avec ce que l'on veut vraiment être. La cinquième chose, et il l'ajoute, parce qu'elle est indissociable de tout ce qui précède, c'est la reconnexion progressive et délibérée. Parce que prendre soin de soi intérieurement n'est pas une fin en soi, c'est une préparation, c'est un entraînement pour quelque chose qui nécessite du courage et de la pratique. La reconnexion avec les autres. Et cette reconnexion, quand on a été isolé longtemps, quand on a pris l'habitude de la distance, quand on a oublié comment on s'approche de quelqu'un sans se protéger d'abord, cette reconnexion doit être progressive, doit être douce, doit être accompagnée d'une grande patience envers soi-même. Elle commence parfois par des choses très simples, presque insignifiantes en apparence, un appel téléphonique que l'on reporte depuis des semaines et que l'on passe et enfin, un message à quelqu'un que l'on a perdu de vue et à qui l'on dit simplement « je pensais à toi ». Une conversation dans laquelle on pose une vraie question et l'on écoute vraiment la réponse, sans préparer ce que l'on va dire pendant que l'autre parle, sans vérifier son téléphone, sans regarder par-dessus l'épaule de l'autre au cas où quelque chose de plus intéressant se passerait ailleurs. Notre époque a fait de la demi-attention une norme, et cette norme est l'une des formes les plus douces et les plus dévastatrices de rejet que l'on puisse infliger à quelqu'un. Écoutez vraiment, vraiment écouter. Se rappeler ce que cela fait dans le corps d'être vraiment écouté. Cette chaleur dans la poitrine, cette légèreté dans les épaules, cette sensation d'exister un peu plus pleinement parce que quelqu'un a pris le temps de vous voir et puis offrir cela aux autres. Non pas parce qu'on doit, non pas parce qu'on veut être vu en retour, mais parce que c'est l'un des gestes les plus profondément humains qui existent. Et parce que la connexion, la vraie connexion, ne naît pas des grandes déclarations et des confessions dramatiques. Elle naît dans ces petits moments d'attention partagée, dans ces instants où deux êtres humains se regardent vraiment et se reconnaissent mutuellement dans leur humanité fragile et magnifique. Et puis il y a quelque chose d'autre, quelque chose qu'il hésite toujours un peu à dire parce que cela va à contre-courant de tant de choses que notre époque valorise, mais qu'il dit quand même parce que c'est ce que son expérience clinique lui enseigne depuis des décennies. Il faut accepter que certaines relations ne puissent pas être réparées, que certains ponts ont été trop abîmés par le temps et par la douleur pour être traversés à nouveau. Que certaines personnes, même si elles nous ont aimés, même si elles nous aiment encore d'une certaine façon, ne sont pas capables, là où elles en sont dans leur propre vie, de nous rejoindre là où nous en sommes dans la nôtre, et que cela n'est pas une condamnation de leur valeur ni de la nôtre. C'est simplement la réalité de deux chemins qui, à un moment donné, ne se croisent plus. Cette acceptation n'est pas de la résignation, elle n'est pas de l'abandon. Elle est une forme de sagesse relationnelle qui libère, paradoxalement, de l'espace pour quelque chose de nouveau. Parce que tant que l'on est accroché à ce qui ne peut plus être, on n'est pas disponible pour ce qui pourrait être. Et ce qui pourrait être les nouvelles connexions, les nouvelles amitiés, les nouvelles formes d'amour que la vie peut encore offrir, quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire, quels que soient les poids de ce qui a été traversé, ces nouvelles possibilités existent vraiment. Il l'a vu trop souvent pour en douter. Il pense à Élise, sa patiente aux mains froides et à la lavande, qui avait traversé 2 ans de travail sur elle-même, 2 ans de larmes parfois, de résistance souvent, de petites victoires célébrées avec la discrétion, de ceux qui ne sont pas encore tout à fait sûrs qu'ils méritent d'être heureux. 2 ans plus tard, elle lui avait dit, avec une sorte de stupéfaction douce dans la voix, « J'ai une amie maintenant. Une vraie amie. On se parle différemment de comment je parlais avant. Je lui dis ce que je ressens sans lui faire porter ce que je ressens. Et c'est étrange, parce que je me sens plus proche d'elle que je ne me suis jamais senti proche de personne. » Et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait pas vu pendant longtemps. Une lumière tranquille, pas exaltée, pas artificiellement joyeuse, mais réelle. La lumière de quelqu'un qui a appris à habiter sa propre vie. Voilà ce qu'il voulait vous laisser au terme de cette conversation. Non pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire, parce que la vie est trop complexe,
est trop belle pour se laisser réduire à une liste, mais quelque chose de plus essentiel, quelque chose que l'on peut emporter et qui ne prend pas de place, mais qui change tout. La conviction que la solitude n'est pas votre destinée, que l'isolement n'est pas une fatalité, que la douleur non gérée peut être apprivoisée, non pas éliminée, jamais vraiment éliminée parce que la douleur fait partie de ce que c'est d'être vivant et d'aimer, mais apprivoisée, renduit moins effrayante, renduit moins destructrice. Et que vous pouvez commencer maintenant, pas demain, pas quand les circonstances seront meilleures, pas quand vous vous sentirez prêt, parce que l'on ne se sent jamais vraiment prêt pour les choses importantes. Maintenant, avec ce souffle avant la parole, avec cette question posée à soi-même, est-ce que je veux me soulager ou me rapprocher? Avec cette minute de silence dans laquelle on s'assied avec ce que l'on ressent sans le fuir ni le projeter. Avec ce message envoyé à quelqu'un que l'on a perdu de vue. Avec ce compliment reçu sans être immédiatement défléchi. Avec cette gentillesse envers soi-même que l'on a trop longtemps refusée au nom d'une force qui n'était en réalité que de la peur. La solitude peut être un espace, non pas un gouffre, non pas une condamnation, mais un espace. Un espace dans lequel on peut se retrouver soi-même avant de retrouver les autres. Un espace dans lequel on peut entendre, enfin, ce que l'on ressent vraiment, sous le bruit et sous l'agitation et sous toutes ces stratégies que l'on a développées pour ne pas ressentir. Et de cet espace, de ce silence habité, quelque chose peut naître, quelque chose de plus authentique, de plus solide, de plus durable que tout ce que l'on a construit jusqu'ici dans la peur et dans la distance. Il y a une phrase qui se répète depuis de nombreuses années, une phrase qui lui vient de sa pratique de méditation et qui s'est confirmée dans chaque vie traversée, dans chaque visage qui a fini par retrouver un peu de sa lumière après les longues périodes d'obscurité. On ne guérit pas seul, mais on commence toujours seul. On commence toujours dans ce moment de silence où l'on décide simplement de se regarder en face avec un peu moins de rougement et un peu plus de tendresse. Et de là, de ce tout petit geste, de cette toute petite décision, tout le reste peut commencer. Il y a quelque chose de remarquable dans la résilience humaine, quelque chose que ces années de pratique clinique ne lui ont pas appris à prendre pour acquis, mais au contraire à accueillir chaque fois avec une sorte d'émerveillement tranquille. C'est la capacité qu'ont les êtres humains à recommencer après avoir tout perdu, après avoir tout abîmé, après avoir dit les 4 choses que l'on n'aurait pas dû dire, après avoir été dit les 4 choses que l'on n'aurait pas voulu entendre. Cette capacité à recommencer n'est pas une performance, elle n'est pas un mérite. Elle est simplement ce que nous sommes, au fond, sous les couches de peur et de protection et de stratégie d'évitement. Des êtres faits pour la connexion, des êtres qui souffrent de son absence et des êtres qui, quand ils trouvent le chemin, reviennent toujours vers elle. Vous êtes cet être, même maintenant, même si vous ne le croyez pas, surtout si vous ne le croyez pas. Et ce chemin vers soi-même et vers les autres, ce chemin qui commence dans la pause avant la parole et qui se termine peut-être dans les yeux de quelqu'un qui vous voit vraiment. Ce chemin n'est jamais fermé. Il est toujours là, il vous attend, avec toute la patience du monde, avec toute la patience de tout ce qui aime vous, veut encore vivre et aimer et être aimé. Et si quelque chose dans ce que vous venez d'entendre a résonné, si quelque chose a touché un endroit que vous avez l'habitude de garder dans l'ombre, alors peut-être que le premier pas est de ne pas laisser cela seul, dans le silence. Vous pouvez écrire ce que vous avez ressenti en commentaire, non pas pour performer votre vulnérabilité. Notre époque n'a suffisamment de performances de toutes sortes, mais parce que mettre des mots sur ce qui nous touche est déjà une forme de soin envers soi-même, et parce que quelqu'un, quelque part, lira vos mots et se sentira moins seul. Et c'est peut-être l'une des choses les plus belles que l'on puisse offrir. Non pas la certitude que tout ira bien, mais la certitude de ne pas traverser les choses difficiles et entièrement seul. Ce chemin est long. Il est parfois escarpé, il a ses jours de brouillard et ses jours de clarté. Mais il mène quelque part. Il mène vers soi, d'abord, vers cette part de soi qui n'a jamais vraiment disparu, même sous le poids de la solitude et de la douleur. Cette part qui résiste, qui se souvient de ce que c'est que d'être léger, de ce que c'est que d'être un lien, de ce que c'est que d'appartenir à quelque chose de plus grand
que sa propre souffrance. Et de là, de ce retour à soi, il mène vers les autres, vers cette communauté invisible de tous ceux qui, comme vous, cherchent leur chemin dans la complexité de l'existence humaine, avec tout ce qu'elle contient de douloureux et de magnifique. Il ne vous demande pas d'aller bien demain matin. Il vous demande seulement de commencer. Juste commencer. Un souffle, une question, une minute de silence avec soi-même. Et puis voir ce qui arrive. Parce que quelque chose arrivera, toujours quelque chose arrive. Quand on décide de s'arrêter un instant et d'écouter ce qui en soi cherche à vivre.